Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver comme chaque semaine pour votre magazine Défense. Nouvelle opération antiterroriste en Judée, Samarie. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Ça s'est passé cette nuit, arrêtées par les forces israéliennes, notamment à Tamoun. C'est dans le nord de la Cisjordanie. Un haut responsable du djihad islamique a même été éliminé. Les précisions de Shani Guidalia. Nouvelle élimination ciblée en Judée-Samarie. L'armée israélienne, le Shin Bet et l'unité spéciale Yamam ont éliminé cette nuit Raeg Basharat. Il était le chef du djihad islamique palestinien dans la ville de Tamoun, en Samarie. Sur ces images publiées par la police israélienne, on voit Raeg Basharat qui tente de s'enfuir avant d'être rattrapé et éliminé. Dans le cadre de l'opération, 2 Palestiniens recherchés, faisant partie du même réseau, ont été arrêtés. Les forces ont agi sur la base de renseignements précis pour arrêter des terroristes recherchés dans le village de Tamoun. Au cours de l'opération, les forces ont éliminé le chef de l'organisation terroriste du village, impliqué dans la planification et la mise en œuvre d'attaques contre les forces de sécurité et les civils israéliens. Une élimination qui s'ajoute aux nombreuses opérations antiterroristes menées ces derniers jours dans la région. L'une d'entre elles, menée hier à Naplouse, a conduit à l'arrestation de 6 individus recherchés et la saisie de plusieurs armes. Mais lors du contrôle des suspects, 2 terroristes ont tenté de s'emparer de l'arme d'un soldat israélien. Plusieurs balles ont été tirées, blessant 4 soldats. Les forces de Tsahal ont rapidement riposté pour neutraliser les terroristes. Lors d'une autre opération menée dans la région de Tulkarem, les soldats ont localisé et démantelé une cage d'explosifs, arrêté plusieurs personnes recherchées et saisi de nombreuses armes et plus de 100 000 shekels de fonds destinés au terrorisme. Des opérations qui se poursuivent mais qui alimentent les craintes des Israéliens habitant près de ces foyers de terrorisme. Et mon rejoint sur ce plateau, Shani Guidagna, journaliste à i24, merci d'être avec nous. Et également, Yaakov Lapine, analyste militaire. On va commencer avec vous. Yaakov, alors on parle de déplacement de certains réservistes et de mobilisation, de nouvelles mobilisations, justement pour aller en Judée-Samarie, en Cisjordanie. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle mission élargie dans la région ? Il y a déjà des opérations étendues en Judée-Samarie. Cela a commencé avec les opérations qu'on a pu voir à Naplouse, à Jenin, à Tulkarem. Et là, on a juste la suite de ces opérations. Ce sont des opérations qui nécessitent beaucoup d'hommes. Il y a des divisions en Judée et Samarie qui mènent des opérations intensives. Alors on en entend un peu moins parler aux informations à cause de ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais méthodiquement et de manière assez large, on a des opérations en Judée-Samarie. Par exemple, on a découvert une fabrique d'explosifs à Tulkarem. Il y a des arrestations et des interpellations de terroristes presque chaque nuit. Donc en fait, on a un élargissement de ce qui est déjà une opération assez étendue. Mais donc il y a ces opérations antiterroristes quotidiennement, ils éliminent des terroristes, ils détruisent des infrastructures terroristes, mais c'est quoi le plan final? Est-ce que c'est une région qui est vouée à avoir quotidiennement des opérations terroristes de manière constante ? Ce sont des opérations qui sont basées sur les renseignements. Tant qu'on a des renseignements concernant des menaces significatives en Judée et Samarie, on continuera à avoir des opérations de cette envergure, quelque chose qu'on a peu voir auparavant. Ce que Tsahal essaye de faire, c'est de ne pas transformer la Judée et Samarie en un des fronts du Proche-Orient. Aujourd'hui, on a un front principal qui est la bande de Gaza. On a un cessez-le-feu face au Liban. Et là, il s'agit de faire de la prévention parce que ce que les Iraniens voudraient beaucoup, c'est d'encourager le Hamas en Judée et Samarie. Donc, tant qu'on a des renseignements concernant de l'argent et des armes qui affluent, eh bien, on continuera à avoir la poursuite de ces opérations. C'est cela le plan. Il n'y a rien au-delà. C'est de la prévention encore pour que Tsahal puisse se focaliser sur la bande de Gaza. Mais du côté des Israéliens, des
des habitants de cette région, l'inquiétude grandit. Ceux notamment de Bat-Refer, ceux qui sont en face de Toul-Karam, vous en parliez, disent même que les habitants du sud, proches de la bande de Gaza, sont plus en sécurité qu'eux. C'est finalement le même scénario que tous les appels qu'on avait eus avant le 7 octobre. Est-ce que c'est possible que cette région, la Cisjordanie, la Judée-Samarie, se réveille un matin et la même idée de reproduire ce qui s'est passé le 7 octobre? Thierry. Écoutez, il ne fait aucun doute que c'est un scénario qui préoccupe tout le monde, qui préoccupe bien sûr les civils qui sont dans la région et aussi les services de sécurité. On peut être optimiste et penser qu'on ne va pas voir un tel scénario se répéter prochainement. Et c'est grâce à ce dont on vient de parler. Ces incursions militaires, c'est cela qui empêche un scénario tel que le 7 octobre. On ne peut pas construire des infrastructures, creuser des tunnels, lancer des roquettes librement s'il y a chaque nuit des raids de Tsahal sur des cellules du Hamas, du Djihad islamique et parfois des organisations qui sont plus indépendantes. C'est les plus difficiles à interpeller. Mais donc tant qu'il y a ces opérations nocturnes, eh bien il y a peu de chances de voir un scénario tel que le 7 octobre. Il peut y avoir quelque chose d'intermédiaire. On pourrait voir un groupe d'hommes armés, une dizaine ou une quinzaine de personnes, à Dieu ne plaise, qui traversent la frontière. Ce serait très grave. Et c'est cela qui préoccupe les services de sécurité et le Shabak, et c'est pourquoi ils agissent quotidiennement pour que cela n'ait pas lieu. C'est un calme trompeur, selon vous, justement, dans cette région ? Je ne pense pas. Je pense que comme Tsahal se trouve sur le terrain et comme le Shabak a une très bonne emprise sur le plan des renseignements, ces derniers mois, on parle de presque 5000 interpellations, parmi lesquelles presque 2000 hommes du Hamas qui ont été arrêtés en Judée-Samarie. Cela montre que l'emprise du Shabak et du district centre de l'armée est très bonne. Alors bien sûr, il y aura toujours des attentats qu'on ne parviendra pas à déjouer. C'est cela qu'on doit craindre. C'est un vrai risque, c'est un vrai danger. Mais je pense que le calme n'est pas trompeur, mais c'est le résultat de la détermination et des capacités opérationnelles et des renseignements de Tsahal. Il faut ajouter que l'autorité palestinienne a un rôle mineur dans tout cela, a essayé de présenter des capacités, mais n'y est pas vraiment parvenu. C'est essentiellement le travail de Tsahal. Et résultat, donc pour l'instant, il y a ces opérations antiterroristes, donc quasi quotidiennes dans cette région. Merci Yaakov Lapine. Vous restez avec nous, on va s'intéresser à l'autre actualité de cette semaine, c'est cette flottille pour Gaza qui a été stoppée net par Israël, alors que le navire, avec à son bord, on le rappelle, 12 militants pro-palestiniens, comptait se rendre dans la bande de Gaza. Cette flottille, elle était partie de Sicile. On va en parler avec vous, Chani. Et derrière ce navire, il y a un homme qui est très contesté, il s'appelle Zaher Biraoui, et ce n'est autre qu'un agent du Hamas. Oui, Océane. Alors officiellement, la flottille de la liberté visait à dénoncer le blocus israélien sur Gaza. Officieusement, elle met en lumière cet homme, Zaher Biraoui, qui aurait des liens étroits avec le Hamas. La preuve, en 2012, il a été photographié aux côtés d'Ismaël Haniyeh. L'année suivante, Israël le désigne d'agent du Hamas en Europe. Et en 2021, l'organisation qu'il dirige, qui s'appelle Europal, est désignée organisation terroriste par Israël. Et il a été placé sur une liste de surveillance du terrorisme. Sauf que Europal a nié toute implication terroriste et Zaher Biraoui a même obtenu gain de cause et il a reçu une indemnisation après avoir intenté une action en justice contre une base de données financières qui, selon lui, l'avait placé à tort sur cette liste de surveillance du terrorisme et il a nié toute implication dans des actes illégaux relevant du terrorisme. Donc depuis 10 ans, Israël est finalement le seul pays à porter des accusations. Oui, mais ça a changé en octobre 2023, 2 semaines après les massacres, grâce à un député travailliste britannique qui s'appelle Christian Wakeford, qui a usé de son privilège parlementaire pour désigner Zaher Biraoui comme membre du Hamas résident à Barnet, qui se trouve au nord de Londres. Donc l'accusation a franchi un nouveau cap. Voilà ce qu'écrit Christian Wakeford. Zaher Biraoui est répertorié comme administrateur d'une association caritative enregistrée au Royaume-Uni
Education Aid for Palestinians. Et une vidéo accessible au public le montre en train d'organiser un événement à Londres en 2019 intitulé Comprendre le Hamas. Et il poursuit, la présence de membres du Hamas à Londres représente donc un risque sérieux pour la sécurité nationale, d'autant plus qu'au moins l'un d'eux semble avoir utilisé de faux documents pour obtenir la nationalité britannique. Mais malgré ces accusations, le plus important pour Zaher Biraoui, c'est évidemment la stratégie de communication, puisque en remontant un peu plus loin dans le temps, ce sont des informations du centre Meir Amit, qui est le centre d'information de renseignement et sur le terrorisme. Il faut savoir qu'en octobre 2017, Zaher Biraoui a été interviewé par le quotidien du Hamas Palestine. Il déclare que l'objectif principal de l'envoi de navires et de flottilles dans la bande de Gaza, c'est leur valeur de propagande, le fait de garder le sujet des Palestiniens sur la table et de continuer à diffamer Israël. Et il affirme que le véritable critère de la réussite de ces navires, ce n'est pas d'atteindre ou non la bande de Gaza, c'est la couverture politique et les campagnes médiatiques qui en découlent. Donc on est face à une instrumentalisation politique, le tout déguisé en solidarité. Et on l'a donc vu cette semaine, merci Chani. Yaakov Lapine, quand on entend que justement derrière cette flottille pour Gaza, il y a clairement un homme, un agent du Hamas, et Israël est le seul pays à s'en inquiéter, ça ne choque personne en Europe. Oui, c'est effectivement le cas. On voit que les Qataris ont réussi à pénétrer l'Occident complètement, les États-Unis, l'Europe, l'enseignement supérieur. Il y a énormément d'argent qui est versé à des instituts de recherche qui sont actifs à Washington. L'influence est incroyable. Et le fait qu'il est important de donner un coup de projecteur sur ce phénomène, parce qu'en fin de compte, l'idéologie du Qatar est islamiste et il s'agit de s'en prendre pas seulement à l'État d'Israël, mais aussi à l'Occident. L'idée selon laquelle Israël est la seule victime de cela, c'est ridicule. Donc c'est difficile d'expliquer cette indifférence et peut-être auront-ils besoin d'une mauvaise surprise pour enfin faire face. En fin de compte, c'est une idéologie qui soutient le terrorisme, et c'est un terrorisme qui va s'exercer aussi contre l'Occident. On voit même que même le président Trump est prêt à accepter un avion offert par le Qatar. Au Qatar, il y a la plus grande base américaine au Proche-Orient. Les Qataris ont réussi à manœuvrer très intelligemment l'Occident à travers les fonds de ce pays. C'est un phénomène très inquiétant. Au moins en Israël, on arrive à pointer du doigt ce phénomène et espérer que quelque chose change. Alors justement, vous parlez du Qatar, il y a eu ces révélations faites cette semaine avec des documents, avec des preuves claires qui montrent le lien réel entre le Qatar et le Hamas. Là encore, il n'y a que Israël qui en parle, il y a quand même un gros problème d'éthique. Oui, c'est évident. Ces documents ne devraient pas nous surprendre, puisque nous savons bien que les Qataris et les Iraniens d'ailleurs soutiennent le Hamas, considèrent le Hamas comme une organisation qui promeut leur idéologie, leurs activités. Alors, quel est le jeu auquel joue le Qatar? C'est un pays pyromane qui se déguise en pompier. C'est ça, ce double jeu. Et on voit à répétition que cet argent qatari promeut des activités qui sont liées au terrorisme et aussi permettent de financer d'autres choses pour préserver le calme. Et je pense que l'Occident a un regard à très court terme. D'ailleurs, on est tombé dans ce piège en Israël aussi, puisque l'argent qatari, on en entend parler depuis longtemps et par toutes sortes de moyens. Donc ces documents qui montrent que le Qatar était un véritable financier du Hamas, ça ne doit pas nous surprendre, mais il est bon de voir cela de manière écrite. Parce que le Hamas, c'est une organisation qui est considérée comme terroriste par l'Union européenne. Et pourtant, il y a encore ces actions humanitaires, on le disait juste avant avec Chani, qui au final aident directement le Hamas et font le jeu justement de cette organisation terroriste. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que les dirigeants européens se rendent réellement compte de tout ça, que tout vient directement aux mains des organisations terroristes ?
Je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il faut en parler, il faut le dévoiler, il faut que ce soit à l'ordre du jour et il faut montrer le lien entre les frères musulmans, le Hamas, le Qatar. Par exemple, le ministre qatari de la Défense a dû effacer des tweets soutenant le Hamas et les encourageant à mener la guerre sainte contre Israël. Ce sont des informations qui existent. Il faut juste les publier, il faut faire écho à tout cela. Au-delà de cela, nous ne pouvons forcer personne à faire quoi que ce soit, mais il est très important d'abord qu'en Israël, on soit conscient de cette influence du Qatar et montrer les intérêts idéologiques et montrer la différence entre le Qatar et des pays qui sont véritablement modérés, comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn. Et on voit d'ailleurs l'attitude de ces pays face au Qatar. Ils considèrent le Qatar comme un acteur très problématique avec Al Jazeera qui incite à la haine contre ces pays. Donc il faut présenter les informations. Au-delà de cela, je ne sais pas. Mais est-ce que les pays européens, on va dire la France, est-ce que la France est vraiment naïve ou est-ce qu'elle ferme les yeux, elle ne veut pas voir ou elle est dans le déni total ? Oui, je pense qu'il y a une question de naïveté, il y a aussi une question d'argent. En fin de compte, une des faiblesses de l'Occident, et Israël en fait partie, c'est cette vision à court terme. On a une vision qui voit le lendemain uniquement, et l'argent peut acheter de l'influence. Or, les Qataris ont 5 ou 6 coups d'avance, et ça n'est pas pour rien qu'ils investissent de manière stratégique et qu'ils savent très bien qu'ils doivent acheter, entre guillemets, parce qu'ils réfléchissent à long terme. Donc effectivement, il y a une naïveté, je dirais, assez importante. Et derrière tout ça, il y a évidemment l'argent. Merci beaucoup, Yaakov Lapin, analyste militaire. On va s'intéresser aux ventes d'armes d'Israël dans le monde. Malgré la guerre qui dure depuis maintenant 614 jours, eh bien les ventes israéliennes ont explosé sur l'année 2024 avec des contrats extrêmement importants signés aux 4 coins du monde. Chani, vous allez nous en parler. Vous avez plus de détails justement sur ces contrats. Oui, Océane Israël a battu donc ce nouveau record en 2024 avec 14,7 milliards de dollars d'exportation d'armement, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. C'est donc le quatrième record successif pour son industrie de défense. Il faut préciser que plus de la moitié des contrats signés dépassent chacun les 100 millions de dollars et 54% des ventes ont été conclues avec des pays européens. Donc, au niveau des clients, il y a l'Europe, donc avec 54% des ventes, l'Asie-Pacifique 23%, les pays signataires des accords d'Abraham, donc les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, qui représentent 12% des ventes, ce qui place donc Israël à la 8e place des pays exportateurs sur la période 2020-2024, selon les données du Stockholm International Peace Research Institute. Et quels sont les systèmes, les armes qui sont le plus vendues, le plus appréciées ? Alors, plus de la moitié des exportations concernent évidemment les systèmes antimissiles, qui évidemment, puisqu'on sait qu'Israël a une réputation qui est acquise sur le champ de bataille et qui a donc séduit les États européens. Il y a d'autres secteurs, donc les véhicules blindés, satellites et espace, les radars, la guerre électronique, tout ce qui concerne l'avionique, l'optronique, la cybersécurité et le renseignement avec 4%, les systèmes de communication, les drones et enfin les plateformes navales. Et ce qui explique évidemment ce record, ce sont les résultats opérationnels de la guerre et les performances des systèmes israéliens sur le champ de bataille qui ont suscité évidemment cet engouement et une forte demande internationale pour tout ce qui concerne les technologies israéliennes. Il faut préciser que depuis le début de la guerre, le ministère de la Défense a déclaré qu'il fonctionne en mode urgence, puisqu'il a fallu armer Tsahal 24 heures sur 24 et en même temps répondre à cette demande pour les pays qui sont intéressés d'acquérir ces systèmes israéliens. Et le ministre de la Défense, Israël Katz, a même ajouté que ces résultats sont le fruit direct des succès de Tsahal face au Hamas, au Hezbollah, aux Houthis et au régime iranien. Le monde reconnaît la force israélienne et veut s'y associer.
Eh ben, les détracteurs d'Israël vont être contents, ceux qui appelaient au boycott. Merci beaucoup. Chani, on va justement en parler puisque la France a tranché hier et cette fois-ci, bien, les entreprises israéliennes de défense vont pouvoir participer au salon du Bourget. On se souvient que l'année dernière, le ministère français des Armées avait interdit la participation d'industriels israéliens, notamment au salon Eurosatory. La raison, je cite, autoriser Israël à participer, c'est continuer d'alimenter la machine de guerre, selon eux. Mais cette année, n'en déplaise à ceux qui appelaient au boycott, eh bien Israël sera bien représenté dans ce salon qui est le rendez-vous mondial dans le secteur. On va en parler avec vous, Simon Bertlos. Vous êtes spécialiste du marché de la sécurité intérieure. Justement, Israël vient seulement d'avoir l'autorisation pour participer à ce salon qui a lieu la semaine prochaine. Ce sera du 16 au 22 juin. Ça laisse quand même assez peu de temps à ces entreprises pour se préparer. Est-ce que c'est pas finalement quand même leur mettre un petit peu des bâtons dans les roues? Mais complètement. On ne peut qu'acquiescer ce que vous venez d'expliquer. Pour vous donner avant tout une information qui est peut-être importante, il y aura 1082 sociétés françaises qui vont exposer, 86 sociétés belges, 75 sociétés chinoises, 12 sociétés de Malaisie, 15 de Suisse, uniquement 9 d'Israël. Je ne vous ai pas fait un hit-parade de tous les pays, mais c'est simplement pour vous donner une vue tout à fait objective de ce qui va se passer à ce salon du Bourget. Il y a pour l'instant d'inscrites sur le site du salon que 9 sociétés, et donc rien n'a été fait pour que les sociétés israéliennes puissent participer pleinement à ce salon. Et là, ça veut dire que les entreprises israéliennes ne peuvent plus s'inscrire pour participer et se préparer dès la semaine prochaine ? Ben, il faut savoir qu'un salon de la sécurité, et surtout un salon comme le salon du Bourget, ne se prépare pas 10 jours à l'avance. C'est un salon qui se prépare des mois à l'avance. Il y a toute une logistique pour envoyer le matériel adéquat de démonstration sur site. Il y a les billets d'avion pour les équipes, il y a les hôtels à réserver, il y a le montage du stand qui doit être effectué. Et donc, ça ne laisse absolument pas le temps en une dizaine de jours de se préparer pour n'importe quelle société. C'est une évidence. Donc cette année, Israël n'est pas boycotté, mais le pays est quand même pas aidé du tout. C'est exactement un peu la même chose qui s'est passé à Eurosatory, à Euronaval ces derniers temps. Ça part toujours d'abord d'une note de la présidence, donc de M. Emmanuel Macron, qui donne ces informations aux organisateurs de salons, puis c'est repris par d'autres organisations. Ici, on peut voir que 3 organisations avaient encore essayé de faire une manœuvre pour essayer de boycotter l'État d'Israël, une société palestinienne, une société anglaise et une société française. Et ils ont été déboutés donc mardi. Puisque chaque fois ces décisions sont déboutées, c'est vrai, mais en attendant, ça empêche fortement Israël de se présenter à ces salons, ce qui ne nous empêche pas, malgré tout, d'être un acteur performant dans l'exportation des armes vers les pays qui en ont besoin, puisqu'on peut rappeler qu'en 2024, on exportait pour près de 15 milliards d'euros ou de dollars de marchandises de sécurité. Alors justement, vous le dites, l'Europe, c'est la région qui a le plus acheté Made in Israel en 2024, avant même les États-Unis. Est-ce que finalement, ces tentatives, ces décisions de boycotter, est-ce que ça a réellement un effet sur les entreprises israéliennes ? Disons que ça a un effet puisque l'effet médiatique est là. Quoi qu'il arrive, on parle de nouveau en mal d'Israël. On veut mêler de la politique à du commerce. On veut faire passer des lois de boycott vers un pays démocrate comme le nôtre. Donc, je vais dire qu'au niveau médiatique, ça a un impact. Au niveau commercial, ça n'a aucun impact puisqu'on sait que Israël reste un des meilleurs pays au monde concernant l'armement, les solutions, et tout ce qui peut servir pour le Homeland Security. Donc, on est un acteur incontournable dans le monde de la défense aujourd'hui et ça nous crée des dommages au niveau médiatique, mais pas au niveau commercial. Et justement, la raison, c'est quoi? C'est la performance portée justement par l'expérience du champ de bataille d'Israël qui attire autant? Absolument, et puis on a des cerveaux extraordinaires en Israël. Si on peut en parler que de un, c'est encore l'Iron Dome qui est vendu aujourd'hui dans le monde entier. Il a fallu le mettre en place et pour ça, on a des cerveaux en Israël qui travaillent un peu plus vite et un peu mieux que dans d'autres pays.
Et ça veut dire que finalement, peu importe le contexte, ici en Israël, le pays et ses technologies, notamment dans le domaine de la défense, attire et continuera d'attirer. Je pense, et puis je pense que les pays qui vont faire le choix, comme l'a fait récemment l'Espagne, vont payer très cher leur décision parce qu'ils n'auront pas du matériel de haute compétence comme celui qu'on peut leur mettre à disposition. Voilà, donc les exportations israéliennes qui résistent donc à la pression de certains gouvernements. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Simon Brettos. Je rappelle que vous êtes spécialiste du marché de la sécurité intérieure. Israël qui sera donc bien représenté au Salon du Bourget. C'est le rendez-vous défense de l'année. Ça aura lieu la semaine prochaine, donc du 16 au 22 juin prochain à Paris. C'est la fin de ce magazine Défense. L'info évidemment continue sur i24 News et Défense, vous le retrouverez demain et la semaine prochaine. Très belle soirée sur i24 News.